L'expert qui a un œil à viser, et pour cause, il est avocat pénaliste, maître Jérôme Goudard. Bonjour maître. Bonjour. Merci d'être venu dans le studio de Sud Radio pour évoquer notre système pénitentiaire français, nos prisons qui, on peut le dire, et en tout cas vous nous confirmerez ou non l'adjectif que je vais utiliser, puisque je parle de faillite générale. Tous les projecteurs sont braqués sur cette problématique de notre système pénitentiaire depuis les propos de Gérald Darmanin, le nouveau ministre de la Justice, qui parle, lui, de sa volonté de créer des prisons à taille humaine. Il était le garde des Sceaux hier soir à 20h, Louis de Kergolay, l'invité du 20h de TF1. Et lui, le garde des Sceaux a évoqué ces solutions, les raisons pour lesquelles, en effet, il souhaite développer ces petites prisons, une idée qui n'est pas tout à fait neuve, notamment parce qu'il veut l'application des courtes peines. Et puis, il a fait toute une série de solutions. Louis, alors dites-nous de quoi il s'agit. Gérald Darmanin, Louis de Kergolay revient sur ses propositions. Alors, de tous les points à changer, Gérald Darmanin en retient un, ce sont les téléphones portables. Pour lui, c'est le nerf de la guerre. Ils servent, je cite, à continuer les trafics, gérer les points de deal, commander des assassinats de la prison. Si la prison est un QG où on continue le trafic, ça n'a aucun sens, a-t-il ajouté. Pour cela, il souhaite avoir des brouilleurs pour empêcher les communications des téléphones portables de fonctionner. Autre souhait de Gérald Darmanin, que l'application des peines courtes se fasse en prison, et notamment ceux qui peuvent bénéficier de peines aménagées. Ça, il l'a déclaré dans sa visite dans l'Oise mercredi. Des demandes du garde des Sceaux délicates à l'heure d'une situation budgétaire catastrophique, et des prisons entre 130 et 200% de leur capacité. Oui, maître Goudard, les prisons françaises, c'est 80 000 prisonniers, 80 000, là où on a 62 000 places officielles, on va dire. On est à quoi, 130% d'occupation. Approximativement, oui. Ouais. Et vous caractérisez comment? Vous êtes d'accord avec le constat que je fais, peut-être de façon un petit peu provocatrice, mais en parlant de faillite générale de notre système pénitentiaire? Oui, c'est une faillite générale, mais je pense que la question essentielle, c'est quel sens on veut donner à une peine. La manière dont on considère la prison est en fin de compte la question essentielle, elle est philosophique si vous voulez. On vous dit la prison c'est pour punir. Oui. Et c'est pour réinsérer. La vérité c'est que la prison, c'est une sanction. C'est une vengeance. Je veux dire, dans l'inconscient collectif, si vous voulez, la prison est une vengeance. À partir du moment où vous êtes dans ce prisme-là, dans cette configuration intellectuelle, tout va découler de cela. Il n'y a rien qui fonctionne en prison. Rien. Mais vous ne le verriez pas de façon idéologique, parce que on vous dit c'est une sanction ou c'est une vengeance, pardon, et la société le prendrait comme tel. La société, elle sait que c'est d'abord une sanction ou un passage obligé quand on a tué, quand on a détruit, quand on a agressé autrui. Vous avez tout à fait raison. Mais si vous voulez... C'est de l'angélisme de parler de vengeance, non ? Non, parce qu'en fait, c'est très pratique. Si vous voulez, sur les condamnés en France, 4 sur 10 sont des récidivistes. Dans l'absolu, la punition, la vengeance fonctionnerait. Les personnes sortiraient de détention et recommenceraient une vie, on va dire, légale, saine, tout ce que vous voulez. La question ne se poserait pas. Le système ne fonctionne pas. Mais c'est pas la prison qui est forcément responsable de la récidive, si ? Je pense. Pourquoi ? Très sincèrement, je pense. Parce que la prison est, si vous voulez, le socle de tout ce que vous avez trouvé dans la misère humaine, dans le manque de dignité, dans la corruption, dans les personnels non formés, parce que de vous à moi, il y a énormément de gens qui travaillent en prison, mais ils sont peu nombreux, et pour certains, pas suffisamment formés à l'évolution de la société, à l'évolution des profils criminogènes, délictuels, qui vont devoir à un moment ou à un autre vivre la prison, bien sûr. Donc ces gens-là, si vous voulez, à titre d'exemple, un exemple très simple, Norvège. 3 ans de formation minimum pour être surveillant pénitentiaire. Exactement. 3 ans. Ici, en France, vous avez 6 mois de formation. Et ensuite, vous devenez agent pénitentiaire stagiaire pendant 12 mois. Bon, mais vous avez 6 mois de formation théorique. Sur les 3 ans norvégiens. Sur les 3 ans norvégiens.
comptez à cela que le fait que les gens n'ont pas forcément envie d'aller travailler en prison. Mais sauf votre respect, maître, pardon, deux objections. Oui. D'abord, la Norvège, c'est beaucoup moins d'habitants. Oui. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais voilà. Et la densité, surtout, est moindre. Oui. Et puis, c'est moins de prisonniers. Il y a moins de sanctions parce que la délinquance est moins forte là-bas. Oui. C'est très compliqué dans un pays comme le nôtre, à très grande densité, et avec beaucoup de gens qui sortent de la légalité. Oui, alors là-dessus, vous avez raison. C'est effectivement moins de monde. Simplement, c'est pas le même prisme intellectuel. La prison en Norvège et dans les pays nordiques, mais même aux Pays-Bas, l'idée de la prison, c'est d'arriver à former, éduquer, punir. Et surtout réinsérer. Je veux dire, vous avez aux Pays-Bas, je crois qu'ils ont vidé leur prison de manière drastique. Et il y a un élément qui est très important, c'est que la récidive est moindre depuis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont privilégié, je vous parle pas de crime. C'est quoi la solution qu'ont inventée les Néerlandais qui pourrait être applicable ici ? C'est intéressant ce que vous nous dites. Si vous voulez, les textes de loi, nous les avons. Les travaux d'intérêt généraux, les peines alternatives à la prison ferme, le fait, si vous voulez, quand vous avez un gamin de 18 ans, qui se fait attraper avec 10 kilos de cannabis. Tout le monde, dans l'esprit, dira il faut qu'il aille en prison. Sauf que le gamin de 18 ans, il va aller en prison, il va se retrouver en cellule avec un bonhomme qui a peut-être tué, un autre qui a peut-être violé. Vous voyez ce que je veux dire ? On est en train de mélanger les profils. Comme ça, on mélange tous les profils. Alors, quand vous arrivez dans une maison d'arrêt qui n'est pas surchargée, il y en a peu, hein. Bon, avec des surveillants pénitentiaires qui ont l'œil et qui sont pas forcément des jeunes recrues, ils vont arriver potentiellement à faire les choses correctement, mais dans la grande majorité des cas, ça ne se passe pas comme ça. Ce que vous nous dites, c'est qu'au fond, le personnel du système pénitentiaire, les directeurs, les gardiens de prison, tentent, quand ils en ont les moyens, mais ils ne les ont plus aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites, de faire une forme de sélection entre les prisonniers pour essayer d'éviter de mettre les plus jeunes et les plus fragiles face à ceux qui sont les plus endurcis et les plus durs et qui vont les contaminer, en quelque sorte les corrompre pour la suite de leur existence. Oui, mais alors ça arrive très peu. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai dans mes clients un monsieur qui est tombé pour escroquerie, qui n'avait pas du tout de casier, qui a une trentaine d'années, etc. En détention, il s'est retrouvé avec des tueurs, avec des personnes du milieu. Il est ressorti de là au bout d'un an. Je peux vous assurer qu'il avait beaucoup de contacts et il avait un très beau carnet d'adresses. Hein. C'est-à-dire, je ne pense pas, mais je dis simplement qu'on en rigolait ensemble parce qu'il me disait vous voyez, ça m'a beaucoup aidé la prison. J'étais en contact avec le milieu albanais, avec etc. Si vous nous dites la prison c'est l'école du crime. Mais c'est évident. Mais c'est évident, c'est l'école du crime parce que il n'y a pas de proposition effective au fait de réinsérer les personnes. Mais c'est très clair. Il n'y a pas de système aujourd'hui vous parlez des téléphones portables. Oui. Vous parlez des téléphones. On va aussi parler du cannabis. Oui. Mais vous enlevez ça aujourd'hui en France. C'est la révolution dans les prisons. C'est-à-dire si on leur retire le shit et les téléphones portables. C'est évident. Mais c'est évident. Vous pensez quoi ? Vous pensez que quand les portes se ferment à 18, 19 heures, vous pensez que durant la nuit, il y a des rondes de policiers, de surveillants pénitentiaires qui vont vérifier si les personnes appellent ou pas ? Il y aura éventuellement des fouilles de cellules. Il y en a régulièrement. Mais je veux dire, on n'est pas dupes. Oui, mais alors, pardon, le ministre, quand il dit, et on sait que c'est vérifié, même si c'est un usage politique de ce fait, quand le nouveau garde des Sceaux, Gérald Darmanin, dit certains on fait de la prison leur QG presque dans le confort, leur QG de trafic, voire même continuer à donner des ordres d'assassinat à partir de la prison. Enfin, personne ne peut tolérer ça. Mais vous savez comment ça s'appelle, ça ? Non, mais dites-nous. De la corruption. Bon, mais pourquoi de la corruption ? De qui ? Attends, j'en sais rien. Je veux dire, je pars du principe quand même. Attendez, excusez-moi. Quand vous avez des personnes qui sont en mesure de gérer des entreprises criminelles en France et à l'étranger de leurs cellules, n'allez pas me dire quand même que personne ne voit rien. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut peser. Enfin, il faut dire précisément de quoi il s'agit. C'est de la corruption. Je vise personne. La corruption de qui ? Vous dites qu'une partie du personnel pénitentiaire aujourd'hui est corrompue. Je pense qu'en tout cas, une partie du personnel pénitentiaire, alors c'est sûrement pas la majorité. Pression, on lui fait peur, évidemment, on menace sa famille. Non, mais peut-être. Mais c'est évident. Mais je veux dire, on les assassine au passage à l'entrée d'une autoroute. Souvenez-vous. Oui, d'accord. Mais force est de constater qu'il y a un vrai dysfonctionnement. Tout le monde dit oui, mais alors comment ils rentrent les portables en détention ? Ils rentrent comment les portables ? Mais comment ils rentrent ? Écoutez, vous avez des fois des personnes qui vont faire passer des portables par-dessus, et puis ils viennent de l'intérieur. Hein. Je veux dire, quand vous êtes une famille, je peux vous dire que vous êtes fouillés jusque dans les soutiens-gorge. Hein. Comment ils rentrent les portables en prison ? Mais
Par des filets, on les lance au-dessus des murs, c'est ça. Oui, mais d'accord, non. À mon avis, il rentre à l'intérieur de la prison de manière, entre guillemets, parfaitement officieuse. Et il y a des personnes qui ferment les yeux. Ouais. Je veux dire, il y a un moment donné, encore une fois, c'est pas le fait de poser des brouilleurs, c'est pas le fait de dire on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de drogue. Je veux dire, demain, il n'y a plus de drogue dans les prisons, il n'y a plus de shit. Je serais quand même très étonné de voir comment ça se passe. Et vous êtes en train de nous dire, tout de même, maître, que si demain, il n'y a plus de shit et il n'y a plus d'herbe et il n'y a plus de portable dans les prisons, ce sera la révolution. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? C'est quand même très inquiétant de vous entendre. Hein. Oui, mais ça l'est. Mais parce qu'il n'y a pas de réponse alternative. Vous offrez quelque chose d'autre. Ça passe ? Vous n'offrez rien. Il faut surtout, ce serait la révolution, surtout, et je voudrais vous entendre là-dessus si vous voulez bien, à cause, je ne vais pas là me mettre à défendre de façon larmoyante les détenus, mais tout de même on est dans une situation, pour avoir visité plusieurs fois des prisons comme journaliste politique, avec par exemple les députés qui sont en charge d'aider la personne qui est en responsabilité de contrôler les lieux de privation de liberté. Je l'ai fait notamment par exemple avec Adeline Hazan, je me souviens à l'époque, une visite de prison, eh bien... la réalité humaine de ce que l'on peut constater en effet, c'est que les gens sont confrontés à une misère incroyable, notamment des jeunes qui sont tout d'un coup jetés dans une cellule où ils sont 3 là où ils devraient être un seul. Bon, alors expliquez-nous ce que vivent un certain nombre de vos clients. Alors je vais vous dire, ils arrivent dans une cellule où il y a déjà 3 personnes, ils doivent dormir à même le sol. Alors vous savez, quand on dit la prison c'est le Club Med, ça me fait doucement rigoler. Ils dorment à même le sol, il y a des fois des rats, il y a des fois une humidité débordante. Il y a l'hiver, vous avez froid. L'été, vous crevez de chaud. Il y a certaines cellules où il fait plus de 45 degrés dans les cellules. Pas de toilettes fermées. Évidemment, pas de toilettes fermées. Et il y a également... Pourquoi évidemment ça pourrait être le cas. Parce que si vous voulez, moi, ça fait 15 ans que je vais plusieurs fois par semaine en détention et que malheureusement, c'est un constat qui devient assez récurrent. Mais je vais vous dire autre chose. Il y a aussi l'accès aux soins. Mais l'accès aux soins, c'est, me semble-t-il, le plus important. J'ai un de mes clients qui souffrait de calculs rénaux. Il a dû attendre près de 3 semaines pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital. Calculs rénaux. 3 semaines. Pour conclure, maître Goudard, vous êtes, je le rappelle, avocat pénaliste, donc vous défendez des criminels qui ont parfois des casiers judiciaires assez sérieux. Vous connaissez bien le sujet et le sujet de la prison, puisque vous venez de nous le rappeler, évidemment. Vous allez voir vos clients au parloir et vous discutez avec eux des conditions dans lesquelles ils vivent. Maître Goudard, les solutions... Si vous aviez là Gérald Darmanin en face de vous et que vous puissiez lui dire, voilà, j'ai telle solution aujourd'hui, vous diriez quoi ? Alors Gérald Darmanin, il a bien compris, il fait de la bonne communication politique, parce que non, parce que je vous laisse le juger, parce que tout est une question est plutôt qu'est-ce que vous lui diriez qu'il faut faire. Mais avant de lui dire, il faut qu'il y ait les moyens. Et donc là, il est allé vendre le ministère de la Justice, en tout cas les moyens pour la justice, il est allé le vendre au ministre du budget. Il faut évidemment des moyens. C'est son job, il allait convaincre son confrère du budget qu'il faut qu'il lui donne les moyens. Il va essayer. Il faut plus de personnel. Vous en doutez bien. Il faut 6 000. Mais évidemment, il faut plus de personnel. Moi, je vois le travail des greffiers. Mais les greffiers deviennent fous. Les greffiers... Alors, on essaie d'avoir des relations qui soient le plus apaisées possible, mais des fois, c'est compliqué. On est conscient de leurs difficultés. Considérable, énorme. La dernière fois, on était en interrogatoire, on a fini à 2h du matin. Les greffiers, ils s'en prennent plein la figure. Les magistrats se récupèrent quand ils arrivent dans un cabinet, des fois près de 200 dossiers, avec des personnes détenues, avec des délais. Mais dans les prisons même, alors, dans le système carcéral... Formation des personnels pénitentiaires, travail peut-être plus profond avec les détenus, arriver à recréer du lien entre le personnel pénitentiaire, je parle des surveillants, parce que les personnels d'insertion et de probation, ils ne les voient quasiment jamais. Entre le personnel et qui ? Et les détenus. Entre les surveillants et les détenus, il faut recréer du lien, parce que si vous voulez... Une forme d'humanité, vous voulez dire. Bien sûr, parce que le détenu ne voit simplement que ce surveillant pénitentiaire la majorité du temps. Et généralement, l'idée qu'il s'en fait, elle n'est pas bonne. Est-ce qu'il y a un pays au monde, vous nous avez cité, ou en Europe, dans l'Union européenne, vous nous citez la Norvège, ce sera ma dernière question, Maître Goudard, où on traite mieux, où le système est plus efficace? Bien sûr, écoutez, vous voyez l'Islande, vous voyez la Norvège, vous voyez le Danemark, ce sont des pays qui manifestement ont réussi le pari de la détention et de la réinsertion. C'était notre invité, l'œil de l'expert sur ce sujet de la prison ce matin après les propos de Gérald Darmanin, c'est maître Jérôme Goudard, avocat pénaliste. Merci à vous d'avoir été dans ce studio ce matin et on vous souhaite une très bonne fin d'année. On se retrouve tout de suite avec Mohamed Sifaoui, on va parler de la situation en Syrie et
de ce qu'elle a comme conséquence sur notre propre politique, notre propre diplomatie et même la vie d'un certain nombre de nos jeunes qui sont partis là-bas faire le djihad. Mettez-vous d'accord, Thierry Guerrier. Et c'est l'œil de l'expert maintenant sur le sujet de la Syrie après avoir évoqué les prisons. L'œil de l'expert sur ce qui se passe en Syrie. C'est loin la Syrie, hein. C'est voilà à l'est complet de la Méditerranée. Vous savez, cet État assez considérable avec au nord la Turquie. La Turquie, à l'ouest, sud-ouest, l'Israël et puis le Liban, et puis l'Irak, grande frontière avec l'Irak, et puis très loin, un peu plus loin derrière l'Iran. Et au milieu, il y a donc ce grand État qui est la Syrie. C'est loin et pourtant, eh bien, ça nous concerne directement. Et pas seulement, on va l'évoquer, parce qu'une trentaine de jeunes Français, de jeunes hommes, quelques femmes aussi, mais ont été enrôlés par les djihadistes qui viennent de débarrasser la Syrie de Bachar el-Assad. Djihadistes islamistes de HTC, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce groupe Etiriaki que vous prononcerez peut-être un peu mieux que moi, Mohamed Sifawi, qui est ce groupe avec des nouveaux dirigeants de la Syrie. Et aujourd'hui, on est dans une situation d'inquiétude et d'embarras parce qu'on se demande finalement si la Syrie va pas éclater. La minorité alaouite, celle à laquelle appartient le président dictateur Bachar el-Assad, se rebelle et prend les armes dans les montagnes, considère qu'on a attaqué ses mausolées. C'est une minorité au sein même de l'islam. Elle a pris les armes et elle conteste les nouveaux maîtres de Damas. Bonjour Mohamed Sifawi, vous êtes avec nous ? Bonjour, oui, tout à fait. Je suis avec vous, je vous remercie de votre invitation. Mais c'est nous qui sommes ravis de vous avoir parce que vous êtes un grand expert du Moyen-Orient, vous êtes géopolitologue, vous avez une connaissance de ces problématiques de la Syrie, du Liban, de la Libye, de la Turquie, d'Israël, de ce qui se joue en ce moment là-bas pour nous notamment plus à l'ouest. Alors d'abord, que sont les Alaouites qui font l'actualité ces jours-ci en tenant tête aux djihadistes dont on avait dit qu'ils ont pourtant pris le pouvoir à Damas ? Alors écoutez, les Alaouites qu'on connaît à travers le régime syrien forment en vérité une communauté religieuse issue elle-même de l'islam chiite, minoritaire, comme vous le savez, dans l'ensemble de l'islam du monde. Voilà, et la majorité représentée par les sunnites qui sont à peu près à 85%, alors que l'islam chiite, c'est à peu près 15%. Donc les Alaouites, c'est une branche de cet islam chiite. Ils sont appelés également les Nusayri. Alors ils ont une pratique assez particulière qui hérisse, je dirais, le poil à tout, si j'ose dire, à tous les rigoristes. Et les plus, oui, enfin les plus extrémistes, c'est plus que du rigorisme avec c'est de l'islamisme radical. C'est vraiment de l'extrémisme, puisqu'il y a depuis le XIIe siècle des idéologues qui se sont prononcés et qui continuent de faire autorité, considérant, je cite, que les Alaouites sont pires que les chrétiens et les juifs. C'est-à-dire que. Mais qu'est-ce qu'ils leur reprochent alors ? Il les considère comme une secte, hein, parce que les Alaouites ont une doctrine assez particulière où ils considèrent que Ali, le 4e calife, qui est à la fois gendre et cousin de Mahomet, serait presque l'incarnation d'une divinité. Alors, pour eux, c'est une forme d'hérésie qui est inacceptable. De plus, les Alaouites pratiquent des rites considérés comme secrets parce que ils ne veulent pas montrer leurs pratiques religieuses. Ils ne reconnaissent pas un certain nombre de rituels. Par exemple, ils ne font pas le Ramadan. Ils ne jugent pas nécessaire de construire des mosquées puisqu'ils considèrent que la prière doit se faire comme au premier temps de l'islam, son mosquée, intimiste, c'est ça, et chez soi. De façon intimiste chez soi. Enfin voilà. Donc ils ne voilent pas leurs femmes, ils écoutent de la musique, ils boivent de l'alcool. Voilà. Et ils ont aussi certaines pratiques qui ont été puisées dans le christianisme, notamment dans les rituels des chrétiens d'Orient. Et donc tout cela fait d'eux une communauté marginalisée jusqu'au XXe siècle, puisque la situation des Alaouites a véritablement changé avec la montée en puissance de la famille al-Assad en Syrie, puisque le père de Bachar al-Assad, le boucher de Damas, son
père, Hafez el-Assad, était évidemment issu d'une famille alaouite, et il a accédé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État au début des années 70, en 1971, et il n'a eu de cesse depuis de consolider à la fois l'influence de sa propre famille et l'influence de la communauté alaouite qui a pris le pouvoir et tous les postes stratégiques de la Syrie jusqu'à la chute. Mais alors Mohamed Sivaoui, dites-nous, expliquez-nous en quoi, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue politique local en Syrie, alors que depuis quelques jours, finalement, la communauté internationale avait fini par considérer que HTS ou HTC, selon les acronymes, ce groupe de djihadistes avait pris le pouvoir à Damas, consolidé au fond son pouvoir. En vérité, on a un doute là à court terme parce qu'on se dit cette rébellion des Alaouites qui se sont finalement, dont on a vu qu'ils ont des milices et des armes, sont allés se réfugier et ils contestent le pouvoir. Quelle est la situation qu'ils viennent de créer ? Parce qu'en vérité, je pense que les commentateurs et les responsables politiques occidentaux ont, comme d'habitude, une très mauvaise lecture de la réalité moyen-orientale qui ne cesse de triturer par ailleurs. Il faut aussi le souligner, serait-ce par honnêteté intellectuelle. Il faut voir qu'il y a une incompatibilité totale entre, je dirais, ce qu'il y a de pire aujourd'hui dans l'islam sunnite, en l'occurrence le djihadisme salafiste, l'idéologie du takfir, celle qui excommunie, y compris ceux qui expriment la moindre nuance dans le monde musulman sunnite. Alors, les alaouites, je vous le dis, depuis maintenant le XIIe siècle, ils sont considérés par les tenants de l'orthodoxie, entre guillemets, sunnites, comme les pires hérétiques qu'il faut oui, vous nous l'avez dit, combattre et exterminer. Mais est-ce qu'ils font peser une vraie menace sur le nouveau pouvoir, les nouveaux dirigeants djihadistes sunnites qui dirigent à Damas ? Ils représentent quand même 10 à 12% de la société syrienne. Donc, ils sont implantés sur toutes les zones côtières du côté de Tartous, Latakia, etc. Et donc, il y a deux raisons qui les amènent à prendre les armes et à combattre les djihadistes. D'abord, ils savent à quoi s'attendre de la part de ces mêmes djihadistes qui ne vont pas les épargner pour des questions de divergence doctrinale, comme je le disais, mais aussi parce que les Alaouites, en gardant le pouvoir pendant une cinquantaine d'années, depuis 1971, ont quand même installé une dictature les plus obscurantistes, les plus féroces, même si ce n'était pas une dictature islamiste, dont on connaît aussi les méfaits. Donc, si vous voulez, il y a un esprit de revanche aussi qui va se manifester. Et c'est ce que redoutent les familles, les grandes familles alaouites, qui disposent encore d'armes et de munitions pour tenir certaines places fortes des régions alaouites. Alors, j'ai deux questions, au fond. Est-ce que les autres minorités, aujourd'hui, sont menacées par Hayat Tahrir al-Sham, qui est donc cette organisation libération... Al-Sham, qui veut dire le comité de libération du Levant. Donc, voilà. Est-ce que les autres minorités, les Kurdes, les chrétiens, qui sont majoritaires du côté d'Alep, par exemple, très nombreux, les Druzes, sont eux aussi, et les chiites, sont menacés par la prise de pouvoir de HTC ou HTS? C'est ma première question. Et la deuxième, qu'est-ce qui se joue derrière? Qui tire les ficelles? La Turquie, Israël, l'Iran, les États-Unis, la Russie même peut-être, même si elle a quitté la Syrie? C'est mes deux questions. D'abord, est-ce qu'il y a une menace pour les minorités? Et deuxièmement, qu'est-ce qui est en train de se jouer? Et est-ce qu'il y a une menace pour la France, alors que nous avons une trentaine de djihadistes français, de jeunes français qui ont été enrôlés par les djihadistes? Permettez-moi de commencer par répondre à la deuxième question, où en fait la réponse est contenue dans votre question. Vous voyez le nombre de pays que vous citez, ce sont autant d'ingérences qui sont intéressés par la situation syrienne. Il y a évidemment la Russie, l'Iran, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, Israël, la Turquie. Tout le monde s'en mêle là. Tout le monde s'en mêle et le plus souvent il y a des intérêts antagonistes, voire très divergents. Donc vous pensez bien qu'il y a au moins deux pays qui ont tout intérêt à ce que s'installe une situation chaotique en Syrie. D'abord, les Iraniens qui perdent énormément parce qu'ils perdent leur porte d'entrée vers le Liban, et ensuite les Russes parce qu'ils risquent de perdre aussi une base militaire extrêmement importante, stratégique, qui date de
l'époque soviétique. Le problème, encore une fois, c'est que dès qu'il s'agit du monde arabo-musulman, l'Occident ne sait pas compter jusqu'à 3. C'est-à-dire on continue de voir d'un côté des dictateurs, de l'autre côté des islamistes. On n'a jamais voulu soutenir véritablement les progressistes syriens. On n'a jamais, comme on n'a pas voulu soutenir les progressistes d'autres pays. On voit, je cite au passage Boualem Sansal, qui est algérien et qui est en prison en Algérie en ce moment. En Algérie et qui est quasiment dans l'indifférence collective. Parce que c'est un démocrate. Il aurait été islamiste, il aurait certainement trouvé des soutiens. Il aurait été peut-être partisan d'un régime quelconque, il aurait eu des soutiens. Mais lorsqu'on est démocrate, issu d'un pays arabo-musulman, pour reprendre l'expression consacrée, on n'a pas d'existence. On est totalement invisibilisé à la fois par les pouvoirs politiques et par les systèmes médiatiques. Ça, je tiens à le souligner. Merci. Aujourd'hui, le face-à-face qui est en train de s'installer, c'est entre ceux qui veulent réhabiliter une dictature et ceux qui veulent instaurer une théocratie obscurantiste qui évidemment est dangereuse pour tout le monde. Alors pour la France aussi, parce qu'il y a des desperados du djihad qui sont encore là-bas. De deux choses l'une, soit ils sont incorporés dans une armée syrienne qu'il faut reconstruire, soit ils sont dégagés et à ce moment-là, ils vont être orphelins d'une cause et il n'est pas à écarter qu'ils aient des velléités, y compris contre des intérêts occidentaux, je ne dis pas intérêts français uniquement, puisque nous savons qu'aujourd'hui, il faut avoir une lecture assez globale. Tous les djihadistes européens sont dangereux pour tous les pays européens. Explication passionnante, sujet extrêmement sensible, mais qui nous concerne directement. On vient de le voir avec vos explications à l'instant. Merci infiniment, Mohamed Sifawi, géopolitologue et connaisseur du Moyen-Orient, d'avoir été ce matin avec nous. On vous souhaite une très bonne fin d'année et on reviendra sûrement sur l'antenne de Sud Radio avec vous sur les enjeux de ce qui se déroule, géopolitique, de ce qui se déroule évidemment dans cette région du Moyen-Orient. À tout de suite sur Sud Radio.